On attendait que le feu passe au vert. C'est là que la voiture a fait un bond. C'était la panique. C'était le chaos le plus total. J'étais blessée à l'œil. L'infirmière m'a demandé si j'étais croyante. J'ai dit oui, et elle m'a dit priez. C'était le premier attentat réussi à New York depuis le 11 septembre. Selon le dernier bilan, 4 bombes ont été découvertes à New York et dans le New Jersey ces dernières 48 heures. 38 personnes ont été blessées. Celui qui a conçu cette bombe savait clairement ce qu'il faisait. L'objectif était de tuer des gens, de les mutiler. Les minutes et les heures défilent sur l'horloge et dans nos têtes. Il était hors de question qu'une seule personne de plus soit blessée. Il me tire dessus! Il me tire dessus! Il arrête pas de tirer! La pression est énorme, des vies sont en jeu. Je suis l'agent spécial adjoint Charles Burger. Je suis l'agent spécial Tim Gallagher. Je suis l'agent spécial Carlos T. Fernandez, FBI. Lorsque des crimes sont commis, les agents du FBI passent à l'action. Fidélité, bravoure, intégrité. Bienvenue dans FBI, enquête en immersion. Vous écoutez Saturday Breakfast. La journée s'annonce radieuse avec une maximale de 26 degrés sur la côte. Alors si vous n'êtes pas loin de Seaside Park, allez applaudir les participants de la course solidaire Semper Fi. C'est pour la bonne cause. Seaside Park est un endroit fantastique. C'est une ville très sûre. Je me suis toujours sentie en sécurité ici. C'est une station balnéaire merveilleuse. Beaucoup d'événements sont organisés, beaucoup de courses caritatives de 5 km, et ça attire les foules. La Seaside Semper Fi est une course solidaire de 5 km avec une partie pour les familles qui récoltent de l'argent pour les Marines Raiders. C'était notre 11e année. On a récolté plus de 500 000 $. C'était une journée magnifique. On a eu tellement d'inscriptions qu'on a dû retarder le départ de la course. Et heureusement qu'on l'a fait. En 2016, j'étais agent spécial responsable de la cellule antiterroriste interagence pour le FBI à New York. C'était le premier attentat réussi depuis le 11 septembre, même si dans l'intervalle, on avait déjoué des dizaines de menaces. On était sous pression constante pour prévenir toute nouvelle attaque. C'était intense. On était sur la brèche 24 heures sur 24. Ce matin-là, je m'apprêtais à monter une équipe de surveillance pour suivre un suspect qu'on avait identifié comme une menace potentielle. On sait qu'à tout moment, les choses peuvent déraper. On pense que tout est sous contrôle et soudain, la situation nous échappe. Ce matin-là, je suis passée devant les préparatifs de la course. Tous les bénévoles étaient sur le pied de guerre. J'avais déjà fait cette course les années précédentes et je voulais venir encourager les coureurs. En général, ça commence vers 9 heures, mais ce matin-là, ils étaient en retard. Je me suis dirigée vers la promenade et je suis revenue sur mes pas pour m'asseoir. À vos marques. Prêt? Il y a eu une explosion. Le bruit était si fort que ça m'a secouée. Mon mari m'a regardée et m'a dit « Il y a une poubelle qui fume là-bas. » Il m'a dit « Ne t'approche pas. » Et j'ai pensé « C'est grave. » C'était la panique, personne ne savait quoi faire.
Environ 5 minutes plus tard, la police est arrivée et on a entendu sur leur radio qu'une bombe avait explosé. On a compris que la situation était très grave. En 2016, j'étais agent spécial responsable du bureau du FBI de Newark. Mon téléphone a sonné. C'était le chef de la police du New Jersey qui m'informait qu'une explosion venait d'avoir lieu en marge d'une course à Seaside Park. Il m'a dit « L'engin est sophistiqué. On a peut-être affaire à un terroriste. » J'ai répondu « Je me mets en route. » Je me suis tout de suite demandé si c'était le premier d'une série d'attentats et s'il y en aurait d'autres. À mon arrivée sur les lieux, des centaines d'agents des forces de l'ordre étaient déjà sur place pour réunir un maximum d'indices. Notre équipe technique était en train d'installer un poste de commandement avec des ordinateurs pour mettre les téléphones sur écoute. Le périmètre était sécurisé et il y avait des véhicules de toutes les polices des comtés voisins. Les télés étaient sur place, ça grouillait de monde. J'étais au FBI depuis 20 ans. Sur ce genre d'affaires, on est les meilleurs, et de loin. C'est là, dans cette poubelle sur la gauche, que la bombe a été placée, le matin de la course de Semper Fi. Par chance, la course n'avait pas encore commencé. Si elle était partie à l'heure, tous les coureurs qui arrivaient par ici, tous les spectateurs amassés sur ce côté, ainsi que toutes les maisons de l'autre côté de la rue, auraient reçu des projectiles. Le bilan aurait été catastrophique. L'emplacement de la bombe, sur le bord de la route, au milieu des spectateurs venus regarder la course, n'était pas sans rappeler l'attentat du marathon de Boston. Lors du marathon de Boston, 3 personnes ont été tuées et des centaines d'autres ont été blessées. C'était une tragédie. L'éventualité d'un attentat terroriste, ici dans l'État du New Jersey, était préoccupante et c'était notre mission d'empêcher que ça se reproduise. Si j'étais en colère quand j'ai appris la nouvelle, évidemment. Si j'ai éprouvé de la rancune pendant un moment, aussi. Pourquoi nous? Qu'ils aient choisi cette petite ville et cette petite course, ça semble totalement arbitraire. C'est dingue et c'est terrifiant. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés. On n'avait pas de temps à perdre. Il fallait réunir le plus d'éléments possible pour comprendre la situation. On a découvert un tuyau rempli de matériel explosif avec un téléphone comme détonateur. L'auteur n'en était pas à sa première bombe et voulait faire un maximum de victimes. J'ai reçu un appel du quartier général pour m'informer de l'attentat à Seaside Park. À ce moment-là, je me suis dit, Carlos, il y a peut-être un lien avec New York. C'était le signal qu'il fallait pour qu'on se tienne prêt. Et j'ai pensé, qu'est-ce qu'on fait si la situation dégénère? Regardez comme il est petit sur cette photo. On a vécu tellement d'aventures ensemble et on s'est bien amusé. Je suis infirmière et en 2016, j'étais mère célibataire. Je pense que Dieu m'a donné un fils pour qu'il soit rien qu'à moi. On était sans arrêt collés l'un à l'autre. On était inséparables. Je l'emmenais avec moi partout où j'allais, ou presque. Je me souviens que c'était un samedi comme les autres.
J'avais prévu d'aller faire un peu de shopping avec mon fils à Chelsea. Je sais que c'est cliché, mais vivre à New York me donne la sensation d'être vivante. Je n'étais pas spécialement apprêtée. Je comptais juste faire les magasins et rentrer chez moi. Je vis à New York depuis presque 35 ans et à Chelsea depuis 18 ans environ. Je suis architecte et je ne peux pas m'imaginer vivre ailleurs. Ce soir-là, le temps était agréable. Alors j'ai décidé de sortir et d'aller me chercher quelque chose de bon à manger. Il y avait beaucoup de monde dehors, comme d'habitude. La 23e rue est toujours très fréquentée. J'ai commencé à descendre la rue. J'ai dû marcher une vingtaine de mètres environ quand j'ai entendu des gens hurler. Et c'est là que j'ai été touchée. Je me souviens d'abord du bruit. Je n'aurais jamais imaginé qu'un bruit comme celui-ci puisse exister. On attendait que le feu passe au vert, et là j'ai entendu une déflagration, comme du verre qui se brise. C'est là que la voiture a fait un bond. J'ai senti que je tombais, et puis plus rien du tout après ça. Puis le son est revenu, mes oreilles se sont débouchées, et j'ai entendu des sirènes et des gens qui hurlaient tout autour de moi. Et j'ai senti quelque chose couler sur mon bras. Je me suis rendu compte que je n'y voyais plus rien. Alors je me suis retournée et j'ai appelé à l'aide. Quand j'ai repris connaissance, j'étais couchée sur le tableau de bord. Je me suis tournée vers mon fils. Il avait du verre partout sur le corps. Il ne pleurait pas. Il était comme affalé dans son siège. En le regardant, je me suis dit qu'il n'avait même pas eu le temps de vivre. J'étais blessée à l'œil. Je n'y voyais plus. Venez, suivez-moi. Mon œil. Il ne va rien vous arriver. Venez. Quelqu'un m'a fait monter dans une ambulance. J'ai entendu une explosion et je suis tombée. Ok. Et mon œil? Comment est mon œil? Ça va. Je me suis tournée vers l'infirmière et je lui ai dit « Est-ce que j'ai toujours mon œil ?» Elle m'a demandé si j'étais croyante. J'ai dit oui et elle m'a dit « Priez ». Je ne me souviens plus exactement de ce qu'il s'est passé, mais je sais qu'un pompier est arrivé et qu'il a pris mon fils avec lui. Quand je suis sortie de la voiture, je ne savais pas du tout où il était. C'était la panique. C'était le chaos le plus total. Je me suis dit, si jamais je perds mon fils, je ne suis pas sûre de pouvoir continuer à vivre sans lui. Je ne sais pas si je pourrais trouver la paix. J'étais dans ma voiture, près de la 1er avenue. La radio de la police diffusait en fond la cacophonie habituelle d'une ville comme New York. Quand soudain, j'ai entendu le mot « explosion ». Les appels pleuvaient. Il nous faut des ambulances et des renforts. J'ai enclenché ma sirène et je me suis frayé un chemin jusqu'au lieu de l'explosion.
Quand je suis arrivé sur place, j'ai d'abord cherché à savoir d'où était partie l'explosion, où elle s'était produite. Et en arrivant ici, j'ai vu plusieurs grosses bennes à ordures éventrées sur le trottoir. L'arbre était abîmé, il y avait des bouts d'écorce dans la rue et le bâtiment était endommagé. Il y avait une voiture au milieu de la rue, la portière criblée de projectiles. J'étais en train d'examiner ces poubelles quand quelqu'un m'a dit « Chef, venez voir !» Une des bennes qui aurait dû se trouver ici avait atterri tout là-bas, à plus de 30 mètres. La bombe était assez puissante pour envoyer valser une poubelle. Il fallait commencer par établir un périmètre de sécurité au cas où il y aurait d'autres bombes. Je me suis demandé s'il pouvait y avoir un lien avec l'attentat du matin dans le New Jersey. Les pensées se bousculaient dans ma tête. J'étais en salle de conférence pour le briefing de l'équipe quand John Miller m'a téléphoné. C'était le premier attentat réussi à New York depuis le 11 septembre. Il était hors de question qu'une seule personne de plus soit blessée. Tout de suite après l'attentat, j'ai réalisé qu'il fallait ouvrir notre centre d'opération interagences. Il y a comme un gros bouton rouge quelque part au sous-sol du quartier général du FBI. Et quand une enquête de grande ampleur démarre, on actionne cet interrupteur. Une gigantesque machine se met en route et aucune ressource ne peut nous être refusée. C'est une vraie ruche. On entend les radios des équipes de surveillance grésiller. Les téléphones sonnent sans arrêt, avec au bout du fil des agents en train de suivre une piste ou le public qui transmet des infos. On analyse des vidéos. Ça ne s'arrête jamais. Les effectifs sont colossaux. La cellule antiterroriste Interagence regroupe plus de 500 enquêteurs. Et en plus de ça, il y a aussi le FBI qui fournit du personnel, des avions, des hélicoptères, toutes sortes de ressources pour nous aider à mener l'enquête. Les minutes et les heures défilent sur l'horloge, dans nos têtes et sur nos poignets. La pression est énorme. Des vies sont en jeu. Le médecin m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance parce que c'était passé à 0,00 quelque chose de mon œil. Pour une raison que j'ignore, j'ai évité le pire et j'en suis très reconnaissante. Je remercie Dieu chaque jour. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La rue était pleine de policiers qui couraient dans tous les sens et qui nous orientaient vers un hôpital de fortune. Et c'est là que j'ai vu mon fils. Les seuls mots qui me viennent à l'esprit, c'est destruction massive et chaos généralisé. J'étais terrifié. Il n'y avait pas de place dans ma tête pour autre chose que la peur, jusqu'à ce que je retrouve ma mère. On s'est regardés, on s'est serrés dans les bras et on ne s'est plus quittés. On n'a même pas parlé. On se demandait simplement ce qui avait bien pu se passer. C'était un soulagement, une bénédiction. J'ai réalisé à quel point je l'aimais. J'étais submergée. C'est un peu comme le championnat de la cellule antiterroriste Interagence. Tout le monde veut participer, tout le monde veut trouver le suspect, tout le monde veut aider. Sur la 23e rue, les investigations commencent. Les démineurs et les techniciens de la police scientifique collectent tous les débris de la bombe, même les plus minuscules, pour tenter de la reconstituer. Au même moment, la population est mise au courant de l'attentat et on demande à ce que toute information pertinente soit rapportée aux autorités. Quelques minutes après, on reçoit un appel.
Police, je vous écoute. J'ai vu quelque chose de suspect dans ma rue. Mon sergent me téléphone et me dit « Chef, on a trouvé un colis suspect sur la 27e rue. » Et je lui dis « Andy, des colis suspects, il n'y a que ça. Une bombe vient d'exploser. » Mais il me dit « Attendez, chef. J'ai sous les yeux un autocuiseur avec tout un tas de fils qui en sortent. Un téléphone portable scotché dessus et une lumière rouge qui clignote. » Et je dis « Ok, c'est un colis suspect. J'arrive tout de suite. » J'arrive sur la 27e rue et je vois cet engin qui, en effet, m'a tout l'air d'une bombe à retardement. Ce truc peut exploser à tout moment. Il faut qu'on fasse évacuer le quartier. Donc, on sécurise le périmètre. Cet engin explosif, on le veut intact parce qu'à tous les coups, il est relié à la 23e rue. À tous les coups, il y a sûrement un lien avec le New Jersey et qui plus est, vu qu'il n'a pas encore explosé, il pourrait nous en apprendre beaucoup. Et donc, le robot arrive. Et pendant qu'il approche, je me dis, ok, commençons déjà par neutraliser cet engin autant que possible. On ignore si le poseur de bombes nous observe de loin avec un téléphone portable, le doigt sur une touche, prêt à tout faire sauter, ou si un timer va bientôt arriver à 0. Le robot approche doucement. Il est équipé d'un bras articulé avec une pince au bout. C'est tendu. On regarde la retransmission au centre des opérations et on pense tous la même chose. Il nous faut ce téléphone. Le robot tend son bras et sectionne les fils qui relient le téléphone à l'autocuiseur. Puis vient le moment où on se demande tous si on ne va pas voir un éclair de lumière et une grosse explosion. Soupir de soulagement. Le robot soulève le téléphone et retourne auprès des agents qui attendent juste un peu plus loin. Le robot ouvre sa pince, le téléphone est mis dans un sac scellé et marqué, et il part direction Quantico. Mais la bombe est toujours dans la rue. Le robot n'a pas terminé son travail. Il fait demi-tour et retourne chercher le dispositif. Puis il le transporte jusqu'à la chambre de confinement d'explosifs. C'est une sorte de grosse caisse métallique. C'est une sphère capable de contenir la force de l'explosion si la bombe venait à se déclencher. Une fois la bombe enfermée à double tour dans le caisson de confinement mobile, on peut la déplacer en toute sécurité jusqu'à notre champ de tir dans le Bronx. Mettre la main sur cette bombe était inespéré pour notre enquête. En parallèle, on quadrillait aussi tout le quartier pour récupérer les images des caméras de surveillance et rassembler les pièces du puzzle. Assez vite, on a découvert les images d'une personne sur la 23e rue en train de tirer 2 sacs à roulettes derrière elle. Puis, sur la 27e rue, on voit le même individu qui prend l'un des sacs et qui l'abandonne près de la poubelle avant de s'en aller. Il fallait identifier cette personne. On continue le visionnage et on voit 2 autres individus descendre la rue dans la même direction. Ils s'arrêtent près des poubelles, se regardent, puis l'un des 2 s'agenouille à côté du sac et l'ouvre. On le voit sortir un autocuiseur du sac, le poser par terre, puis repartir avec le sac vide. Qui sont ces types? Pourquoi est-ce qu'ils ont sorti la bombe du sac? Et tout ça dans le plus grand des calmes. Et là, on se dit, bon sang, est-ce qu'on est tombé sur un réseau bien plus grand qu'on ne le pensait?
Est-ce que le poseur de bombes travaille pour une organisation terroriste étrangère? Ou est-ce qu'il opère au sein d'une cellule infiltrée dont on ignore tout? Et surtout, quelle taille fait cette cellule? Maintenant que l'engin toujours intact est sur notre stand de tir dans le Bronx, l'objectif consiste à le démonter sans le faire exploser pour exploiter tous les indices potentiels. Les techniciens ont découvert que le couvercle, en plus d'être vissé, avait été collé à la résine époxy pour mettre le récipient en surpression. Comme ça, une fois l'explosif placé dans l'autocuiseur en surpression, celui-ci se fracture et explose, projetant des centaines de fragments métalliques dans les airs. Celui qui a conçu cette bombe savait clairement ce qu'il faisait. Quand on y pense, c'est parfaitement diabolique. L'objectif était de tuer des gens, de les mutiler. Mais l'élément central, c'est le téléphone. C'est lui qui va nous fournir des pistes. À Quantico, l'équipe de spécialistes informatiques du FBI commence l'analyse du téléphone. Et les réponses arrivent. On avait les restes du téléphone du New Jersey et le téléphone intact de la 27e rue. On a déterminé qu'il s'agissait de téléphones prépayés jetables qu'on peut acheter chez le buraliste. On a relevé les numéros de série pour obtenir les données et l'historique des appels. Ils étaient de la même marque et avaient été achetés dans la même boutique. On a trouvé une adresse mail associée à cet achat, un certain Mohamed, à Elizabeth dans le New Jersey. C'était une piste prometteuse. On n'avait pas de quoi justifier une garde à vue, mais on pouvait le placer sous surveillance. Voici l'adresse qu'on a pu identifier pour ce Mohamed et sa famille. C'est un restaurant de poulet à Elizabeth dans le New Jersey. Il fallait qu'on découvre qui vivait là et surtout qui était impliqué dans l'attentat. Pas mal de gens vivaient à cette adresse, mais notre principal suspect manquait à l'appel. D'après nos informations, il était en Afghanistan. On a fait des recherches sur toutes les autres personnes vivant à cette adresse et on est tombé sur le nom de Ahmed Raimi. C'était le frère de Mohamed. On ne savait pas s'il était lié à l'affaire, mais on allait le surveiller. Au centre d'opération du FBI, on examine les images de surveillance et on les compare avec celles des individus vivants à l'adresse du suspect. Je n'oublierai jamais ce moment. Un agent de la CIA m'a approché et il m'a dit « J'ai trouvé une photo et je pense avoir identifié votre suspect. » Je l'ai comparé aux images de vidéosurveillance et c'était bien le même homme. C'était la photo d'un certain Ahmed Raimi. Et là, je me suis dit, ok, on le tient. Mais à ce stade, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un suspect potentiel, que d'autres personnes sont peut-être impliquées et qu'il pourrait y avoir d'autres bombes dans la nature. À présent, le défi était de localiser Raimi et d'identifier les autres membres de son réseau qui pourraient être actifs. En fouillant son passé, on a découvert qu'il venait d'Afghanistan. Toute sa famille est afghane, mais elle est très bien intégrée. Son père a même ouvert un restaurant de poulet qu'il a appelé First American Chicken. Mais d'autres signaux indiquaient que Raimi s'était peut-être radicalisé. Il avait acheté des produits chimiques et d'autres éléments clairement destinés à fabriquer une bombe. Et pour couronner le tout, on a des vidéos de lui en train de tester des explosifs dans son jardin. Pour nous, c'était un signal d'alarme. Les choses commençaient à se préciser. Mais ce qu'on ignorait toujours, c'était où trouver ce type.
Dès le dimanche soir, la famille Raimi est placée sous surveillance policière. Nos agents ont pour ordre de suivre quiconque sort de la maison. On écoute la radio. L'équipe de surveillance de Newark nous informe que plusieurs personnes montent en voiture. Ahmed est peut-être avec eux, mais ils n'en sont pas certains. On ne sait pas vraiment qui est dans la voiture, ni où ils vont et pourquoi faire. Mais il est hors de question de les perdre de vue. On comprend vite qu'ils se rendent à New York. On est en salle de conférence autour de la table. Et on se demande où ils vont, si la cellule vient de s'activer, s'ils transportent des bombes, ou si c'est la voiture qui est piégée. La tension était maximale. J'étais en contact direct avec la salle de crise de la Maison-Blanche. Il fallait qu'on agisse vite, mais on n'était pas sûr que Raimi soit dans la voiture. On les suit sur Staten Island et ils approchent du pont qui mène à Brooklyn. S'ils tournent à gauche dans Brooklyn, ça veut dire qu'ils se dirigent vers Manhattan. S'ils prennent à droite, c'est peut-être qu'ils vont vers l'aéroport Kennedy. On craignait qu'ils entrent dans l'un des terminaux pour poser une bombe ou faire un attentat suicide. Il fallait qu'on décide sur le champ de la marche à suivre. Ça passe ou ça casse. J'ai dit à l'unité d'intervention d'intercepter le véhicule. Le risque était trop grand. Ils arrêtent la voiture, cassent les vitres, extraient les occupants et les mettent à terre. Peu après l'intervention, on m'a informé que Raimi ne se trouvait pas dans le véhicule. Notre homme n'est pas là. C'est catastrophique. Parce que maintenant, il sait qu'il fait l'objet d'une enquête et qu'il est activement recherché. Ça risque de le pousser à accélérer le mouvement et à accroître la violence. Pendant qu'on étudie la situation, John m'appelle et me dit « Je crois qu'on a trouvé 2 autres bombes dans une gare du New Jersey. » Et là, tout bascule à nouveau. Deux personnes cherchaient des sacs à dos. Ils en ont ouvert un et à l'intérieur, ils ont découvert un tuyau rempli de matériel explosif. Tout le monde était au courant des attentats à New York. Alors ils ont appelé la police. Cette fois-ci, on jouait gros. Les démineurs font intervenir leur robot. Ils s'approchent du sac et au moment où ils l'ouvrent très lentement, les bombes explosent et détruisent le robot. Elles étaient instables. On a eu énormément de chance que personne ne soit blessé à ce moment-là. New York se réveille lundi matin. On a 5,6 millions de personnes qui vont bientôt déferler dans les transports en commun, les trains, les métros et les bus de toute la métropole pour aller au travail. Et on a un poseur de bombes dans la nature. Il faut absolument qu'on trouve Raimi. C'est une course contre la montre. Jusque-là, on n'avait pas communiqué publiquement sur Raimi, mais compte tenu du risque, on n'avait plus le choix. Il fallait qu'on le retrouve au plus vite. Étendons les recherches. J'ai dit, pourquoi on ne lancerait pas une alerte sur les téléphones? Un peu comme lorsqu'un enfant disparaît, pour que les gens puissent reconnaître Raimi. Et là, John Miller me dit, bonne idée, c'est tout à fait faisable, faut qu'on le fasse, oui, faisons ça. Et j'ai dit, oui, John, faisons ça. En quelques minutes, le message est envoyé sur les téléphones. À la télévision, on voit les présentateurs des matinales regarder leur téléphone qui sonne tous au même moment. Tous les New-Yorkais ont reçu cette alerte il y a quelques minutes, disant que cet homme est recherché. Dans les métros,
Dans les bus, dans les taxis, que les gens soient en train de marcher dans la rue ou de se faire un café, tous les téléphones affichent l'avis de recherche pour Ahmed Khan Rahimi. Il ne nous restait plus qu'à patienter. Police de Linden, je peux vous aider? Il y a un homme qui dort devant mon commerce. Je ne suis pas encore ouvert. Vous pouvez envoyer quelqu'un? On vous envoie une unité. Ok, merci. De rien, merci. Au revoir. C'était mon tout premier jour de boulot. J'étais hyper stressé. Quand on se jette dans le grand bain tout seul, en général, ça passe ou ça casse. Ce jour-là, je devais enquêter sur un accident. Et puis, j'ai reçu l'avis de recherche de Rahimi sur mon téléphone. Nos supérieurs nous ont dit d'ouvrir l'œil. On était tous sur le qui-vive. L'agent Angel Padilla a été appelé pour enquêter sur un individu suspect. Un homme allongé devant l'entrée d'un bar. Votre nom? Quoi? Votre nom? Ahmed. Nom de famille? Khan. Khan, c'est ça? Khan. Vous avez vos papiers? Non. Quand on regarde la vidéo d'Angel, on peut presque entendre le déclic dans son cerveau lorsqu'il comprend que ce n'est pas un SDF. C'est le suspect. Levez-vous. Qu'est-ce que vous avez sur vous? Juste mes habits. L'agent Padilla ne veut rien laisser paraître. Il ne veut pas que le poseur de bombes présumé sache qu'il l'a reconnu. Son changement d'attitude est presque imperceptible. Besoin de renfort? Ne bougez pas, ne bougez pas. Oui, merci. L'agent Padilla demande des renforts. Qu'est-ce que c'est? Non, 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 le sortez pas, ne le sortez pas, ne le sortez pas. Éloignez votre main, j'ai dit éloignez votre main, éloignez votre main. J'ai rien, éloignez votre main tout de suite. Éloignez votre main. Rahimi brandit un Glock. Il me tire dessus, il me tire dessus. Dans mon gilet. Il y a un échange de coups de feu, puis Rahimi prend la fuite. Le suspect se dirigeait vers Wood Avenue. Il allait dans ma direction. Il tire sur les voitures, ne sortez pas. Et il a déboulé juste devant moi. Dès qu'il m'a vu, il a tiré 2 balles dans mon pare-brise. La première m'a touché à la tête. C'était comme prendre un coup de batte de baseball. La balle s'est logée entre ma peau et l'os de mon crâne. J'ai donné un coup de volant pour essayer de l'écraser. Mais je l'ai raté. Le suspect descend Elizabeth Avenue. Je suis descendu de voiture, j'ai traversé l'avenue et c'est là que Guzman est arrivé. Il n'arrête pas de tirer. Il tire sur les gyrophares. David Guzman, le policier débutant, se lance à la poursuite du suspect. Ok, Pete. Pete, parle-moi. Où il est? Quand j'ai regardé Pete de l'autre côté de l'avenue, il avait le visage en sang. Il m'a indiqué dans quelle direction le suspect était parti. Mon cœur battait à 100 à l'heure, comme s'il allait sortir de ma poitrine. La poursuite continue sur 4 pâtés de maison et sous la pluie. On a avancé dans la rue en formation serrée. À un moment, le suspect s'est accroupi derrière une voiture. Et j'ai sorti mon fusil, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis dit, c'est le moment. Et je lui ai tiré dessus. À terre! Je l'ai eu! Bougez pas! Ne bougez plus! Il a lâché son arme, je l'ai mis à terre et je lui ai passé les menottes. Je me suis rendu compte que j'étais couvert de sang. Je le tiens. Un agent est blessé, envoyez une ambulance! Rahimi, je ne sais pas comment il a survécu.
On m'a dit qu'il avait pris 21 balles. Heureusement, personne d'autre n'a été blessé. Il n'a fait aucune victime. On a fait notre travail et on l'a très bien fait. J'ai de la chance d'être en vie. Chaque jour peut être le dernier. Au moment de son arrestation, il avait un carnet dans sa poche. Les pages étaient couvertes de son écriture et il avait rédigé une sorte d'aveu. Il y avait ses empreintes digitales, son ADN. Tout était maculé de son sang et la balle qu'il avait reçue dans la poitrine avait fait un trou dans le carnet. Meilleure pièce à conviction de toute ma carrière. Une fois le suspect en garde à vue, d'autres pistes devaient encore être étudiées. On devait suivre la piste des produits chimiques qu'il avait achetés pour faire ses bombes. Est-ce qu'il avait des complices? Éloignez votre main, éloignez votre main. J'ai rien. J'ai dit éloignez votre main tout de suite. Éloignez votre main. D'où sortait l'arme avec laquelle il avait menacé l'agent Padilla? Ça nous a conduits en Virginie, mais il nous manquait encore beaucoup d'éléments pour pouvoir aboutir à un procès. Qui étaient les deux individus à Manhattan qui ont sorti la bombe du sac? Il fallait les retrouver. On a pu identifier les deux individus qu'on voit en train de ramasser le sac sur la vidéo de la 27e rue. C'étaient des officiers de l'armée de l'air égyptienne. On les a donc exclus de l'enquête. Je suis surpris qu'il n'ait pas reconnu que c'était une bombe, mais la réalité dépasse souvent la fiction. Après une enquête approfondie sur la famille de Raimi et tout son entourage, on a pu conclure qu'il était la seule personne impliquée dans ces attentats. Son frère a été disculpé de tout lien avec les attentats. Ahmed Raimi s'est remis de ses blessures. Il a été jugé par un tribunal fédéral de New York. J'ai été cité comme témoin au procès. Il était assis 3 rangs devant moi. Il avait un sourire narquois, comme si rien ne s'était passé. Il ne semblait pas avoir le moindre remords. C'était une âme égarée. Quand j'ai témoigné au procès, j'espérais que ça me permettrait de tourner la page. Raimi n'a pas adressé un seul mot aux victimes. Il n'a parlé que de lui. C'est un miracle qu'on ait survécu ce soir-là. Je pense que le châtiment ultime, c'est de passer sa vie derrière les barreaux et c'est ce qui va lui arriver. Ahmed Raimi a été condamné à 2 peines de prison à vie consécutives dans un quartier de très haute sécurité. Il purge sa peine avec les terroristes qui ont provoqué la destruction du World Trade Center et d'autres criminels de cet acabit. Il ne sera jamais remis en liberté. C'est encore une victoire pour le FBI. Si on ne l'avait pas attrapé, il aurait forcément fait d'autres victimes. Je suis très fier du travail accompli par la cellule antiterroriste interagence de New York. Il n'y a pas meilleurs agents dans tout le pays.